Cette scène représente l'examen médical d'une femme noire en 1845. Assise au centre, elle est entourée de 3 hommes blancs en costume et de 2 femmes cachées à l'arrière-plan. Peint en 1952 par l'Américain Robert Thom, le tableau suggère que la patiente à genoux sur la table est le sujet principal. C'est pourtant l'homme à droite, vers qui tous les personnages se tournent. James Marion Sims, l'un des premiers gynécologues des États-Unis. Que fait ce médecin en redingote et nœud papillon dans ce cabinet de fortune? Et pourquoi les femmes du fond, témoins de la scène, semblent-elles apeurées? Grâce à l'analyse d'archives d'époque, notre enquête numérique nous plonge dans l'Amérique du 19e siècle, où James Marion Sims, comme beaucoup d'autres médecins, a utilisé des esclaves comme cobayes, au nom du progrès médical. Conservé au musée de l'Université du Michigan aux États-Unis, le tableau fait partie d'une collection sur les grands moments de la médecine. Vaccin contre la rage, invention du stéthoscope, découverte des antibiotiques. La série met en lumière l'histoire du progrès médical, de l'Égypte ancienne au XXe siècle. D'après la notice de notre tableau, James Marion Sims est décrit comme le père de la gynécologie. En entrant son nom dans un moteur de recherche, nous découvrons des gravures et tableaux à son effigie. Son nom est associé à des statues, des bâtiments et des découvertes. Il est l'inventeur d'une posture d'auscultation et du spéculum, un instrument gynécologique encore utilisé aujourd'hui. L'outil est d'ailleurs présent sur le tableau de Robert Thom. Mais qui est la femme qu'il s'apprête à examiner? La notice indique que c'est une esclave prénommée Lucie. La scène se déroule en 1845 à Montgomery, en Alabama, un État esclavagiste du sud-est des États-Unis. Pour en savoir plus, nous nous rendons sur le site de la Bibliothèque nationale du Congrès, où se trouve l'autobiographie de Sims. Lucie y est citée à de nombreuses reprises. Esclave de Tom Zimmerman, un planteur du comté de Macon, elle est présentée à Sims en 1845. Elle a alors 18 ans et vient d'accoucher. Comme beaucoup d'autres esclaves, elle souffre de fistules vésico-vaginales, une déchirure située entre la vessie et les parois du vagin. Considérée à l'époque comme incurable, cette pathologie se forme lors d'accouchements compliqués ou répétitifs. Et justement, à cette période, la question des naissances est cruciale pour le système esclavagiste. Sous la pression des abolitionnistes, un décret datant de 1806 interdit l'importation d'esclaves aux États-Unis, mettant fin au commerce triangulaire. Pour assurer le renouvellement de la main-d'œuvre gratuite, les planteurs se tournent alors vers les femmes esclaves, qu'ils encouragent à faire le maximum d'enfants. Dans les archives du Congrès, une ancienne esclave témoigne. On encensait les filles qui avaient des enfants dès l'âge de 11 ans. Et il fallait en faire des enfants pour les Blancs si on ne voulait pas être vendu. Soumis à de nombreuses grossesses, les corps des femmes esclaves sont usés. Sims voit alors dans la gynécologie l'opportunité de se faire un nom. Lucie sera sa première patiente. Dans son autobiographie, il raconte: Cette opération, qui a eu lieu en décembre 1845, marque le début d'une longue série d'expérimentations. Celle que Robert Thom peint à genoux, main sur le cœur, est représentée comme un objet soumis au regard des médecins. Très vite, Lucie devient le cobaye de Sims, et elle n'est pas la seule. Il rassemble plusieurs esclaves dans un petit hôpital pour patients nègres. Parmi elles, Anarcha et Betsey. Sûrement celle que l'on aperçoit cachée derrière le rideau blanc à l'arrière-plan, apeurée. Dans son autobiographie, Sims raconte même qu'une douzaine de médecins est invitée à observer les expérimentations sur les esclaves.
Dans cet article, rédigé par l'assistant de Sims, nous apprenons que Anarcha, Lucy et Betsey ont chacune subi au moins 40 opérations, toutes sans anesthésie. Pourtant, une simple recherche sur le site de la Bibliothèque nationale de médecine prouve qu'en 1840, des anesthésiants comme l'éther ou le chloroforme étaient en circulation. Mais Sims n'est pas le seul à utiliser des esclaves pour parfaire ces techniques. Dans ce livre, publié en 1854, un ancien esclave du nom de John Brown raconte avoir été torturé pendant des mois par un médecin auquel il appartenait. Dans cet extrait, il détaille les sévices qu'il a subis. Il voulait vérifier à quel point ma peau noire était épaisse. Il m'a brûlé les mains, les jambes et les pieds, qui en portent encore les cicatrices aujourd'hui. Dans les journaux, des médecins publient même des petites annonces pour trouver des cobayes humains. Ici, la faculté de Caroline du Sud cherche ce qu'ils appellent des nègres, dans le but de former les étudiants. À l'époque, les corps des esclaves sont considérés comme un bien au service du corps médical. D'après cet article, on comprend que Sims a mené ses expériences pendant 4 ans. C'est en 1849 qu'il trouve enfin la méthode pour soigner les fistules. Mais en cherchant dans le document, aucune mention des esclaves. Et les croquis ne montrent que des femmes blanches. À l'époque, les corps noirs n'ont pas leur place dans les revues médicales. Pour le chirurgien, cette découverte marque le début de la reconnaissance et de la fortune. Dans les journaux, on apprend qu'il fonde un hôpital pour femmes à New York, où il s'installe avec sa famille. On le retrouve également en France, où il est pendant quelques mois le médecin de l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III. Une place qui lui vaut la Légion d'honneur, que l'on retrouve ici sur ce portrait. Dans la presse, son nom est utilisé dans des publicités pour médicaments, pour de l'huile de foie de morue ou encore de l'eau minérale. Et à sa mort, en 1883, son décès est décrit comme une perte pour le monde entier. Mais pourquoi Sims ressurgit-il en 1952 sous le pinceau de Robert Thom? Sur la première page du livre consacré à la collection, nous trouvons un indice. Le commanditaire est l'un des géants de l'industrie pharmaceutique aux États-Unis. En finançant ces tableaux, cette entreprise met en œuvre une campagne de communication qui donne une place de choix aux États-Unis dans l'histoire de la médecine. Une réécriture en images stratégique, à une période où les États-Unis sont en pleine guerre froide. Sur le tableau de Robert Thom, Sims n'est donc pas simplement un gynécologue. Il incarne l'image d'un pionnier. Au moment où il réalise cette toile, l'esclavage est aboli depuis près d'1 siècle, mais l'exploitation médicale des personnes noires continue aux États-Unis. Cet article du New York Times, publié en 1972, révèle que des centaines d'Afro-Américains atteints de syphilis ont servi de cobayes dans le cadre d'une étude fédérale. Pendant 40 ans, des médecins donnaient des placebos à ces malades, en leur faisant croire qu'il s'agissait d'un traitement. Leur but était d'étudier l'évolution naturelle de la maladie quand elle n'est pas soignée. L'expérience coûtera la vie à 128 personnes, et il faudra attendre 25 ans pour qu'un président américain, Bill Clinton, présente ses excuses. We can look at you in the eye and finally say, on behalf of the American people, what the United States government did was shameful, and I am sorry. Depuis, l'héritage de James Marion Sims est progressivement remis en cause. En analysant l'historique de sa page Wikipédia, nous remarquons que dans les premières versions, Sims est présenté comme le père de la gynécologie. Ce n'est qu'à partir de 2023 que ses expérimentations sur les esclaves apparaissent en premier. À New York, une statue à son effigie est déboulonnée en 2018, sous la pression d'un mouvement de révolte contre les figures esclavagistes.
Mais ailleurs, d'autres statues restent en place, comme ici, en Alabama, là où Sims a opéré Lucy. En intégrant les esclaves sur sa toile, Robert Thom les a finalement fait entrer dans l'histoire. Celle de milliers de personnes exploitées et torturées, au nom du progrès médical.